Salut à tous, c'est H et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui sur le papier a de quoi vous faire googler le prix des cercueils, parler de pop culture à travers le prisme de la santé mentale du spectateur. Et je vous vois venir de loin, vous vous dites sûrement déjà « Ah bah c'est une belle idée de merde !» Et je comprends votre réaction, mais rassurez-vous, le but n'est pas ici de vous plomber à coups d'analyse bien chiante, mais plutôt de vous exposer mon ressenti et mon rapport personnel aux œuvres, à savoir comprendre comment et pourquoi un film, une série ou un jeu nous aident, nous construisent, nous définissent ou produisent tout autre effet sur notre esprit. Bref, trêve d'explication, entrons ensemble gaiement dans le vif de ce sujet plein de joie de vivre avec des thèmes comme dépression, burn-out, folie et autres confettis et farandoles. Et aujourd'hui, pour commencer les choses en beauté, on va parler de Brésil. Non, ce Brésil-là. Ouais, je sais. Bienvenue dans Respawn. Donc Brésil est un film de 1985 réalisé par Terry Gilliam, réalisateur visionnaire et totalement barré, connu pour ses œuvres au délire unique telles que Les Monty Python, L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano ou encore Tideland, fable toute mignonne où une petite fille envoyée chez son père après le décès de sa mère par overdose s'invente un monde imaginaire avec les têtes de ses poupées. Ah les gosses, qui est-ce que c'est con. Gilliam nous balance donc ici quelque part dans le XXe siècle, selon ses termes, pas de lieu, pas de date, juste un monde dystopique et rétro-futuriste à l'extrême, où la société est dominée et contrôlée par une menaçante entité, le ministère de l'Information. Et on ne va pas se mentir sur cet univers, en quelques secondes on comprend très vite que l'on n'a pas envie d'y foutre le moindre pied. En 2 ou 3 plans on se rend compte que le film est extrêmement inconfortable, les décors créés par Norman Garwood sont ultra anxiogènes, les personnages sont tous plus timbrés les uns que les autres, et le grand angle utilisé par Gilliam pour filmer ce joyeux bordel ne fait que boucler ce piège à toute émotion positive en nous écrasant la tronche à chaque plan. Alors précision importante pour que vous ne soyez pas trop perdu dans mon analyse, j'ai eu l'occasion de me replonger dans cette douce ambiance juste après un burn-out sévère et en pleine dépression. Et honnêtement j'y ai retrouvé les mêmes sensations que juste avant que mon corps et mon cerveau me disent d'aller me faire foutre. Hashtag ambiance de merde. Donc dans ce bordel tout en nuances de gris, ce n'est pas un événement dantesque qui vient lancer toute l'histoire, mais juste une mouche. Car nous avons un moral d'acier. Nous déjouons leurs offensives. Nous les fauchons dans la surface. Et nous les mettons tous les jours hors jeu et avec un carton jaune. Ils ne vont pas tarder à jeter l'éponge. Suite à cet incident mineur, dirons-nous, l'imprimante d'un fonctionnaire transforme le nom de Tuttle en Buttle sur un mandat d'arrêt, provoquant ainsi l'arrestation injustifiée d'un parfait inconnu dans une séquence qui posera le ton de tout le film. Alors ouais, objectivement, les autorités du ministère sont pas les rois de la demi-mesure, mais par contre, on ne peut pas leur reprocher de ne pas faire les choses dans les règles. Niveau procédure, c'est carré. Voilà le reçu pour votre mari. Merci. Et ça, c'est mon reçu pour votre reçu. Voilà, je pense que si là vous n'aviez pas compris le n'importe quoi de la bureaucratie de Brésil, ce coup-ci c'est bien rentré. En soi, ce qui est terrifiant, c'est que le système n'est pas mauvais intentionnellement, il est le sous-produit d'une administration tellement poussée à l'extrême qu'elle n'a même plus conscience de ce qu'elle fait, et honnêtement, elle en a rien à foutre. Du coup, le mal n'est plus conscient, il devient juste automatique. Et pour le coup, c'est une mécanique que l'on peut retrouver dans le milieu professionnel, où certaines organisations n'auront pas conscience de pousser leurs salariés à l'épuisement, non pas par volonté, mais parce que l'entreprise et la personne ne fonctionnent simplement plus sur la même ligne. C'est ce qu'on appelle un découplage de logique, dans laquelle l'une parlera en termes de flux, de métriques et d'objectifs, quand l'autre parlera en termes de sens, de limites et de corps. Ce qui aboutit rarement à de bonnes choses à terme. Bref, après tout ce joli what the fuck administratif, Gilliam nous introduit enfin le héros du film. Ah mais c'est pas du tout un héros lui. Ok, c'est plein de jugements, mais admettons, place au sauveur de l'histoire. Ah, encore moins mon gars, essaye encore. Place au protagoniste principal. Mieux. Merci. Ok, donc on découvre Sam, interprété par Jonathan Pryce, surtout connu par le grand public pour son rôle dans Pirates des Caraïbes, modeste employé du service des archives qui oscille entre protéger son calme bureaucratique et une imagination débordante. Un vrai rêveur dans l'âme qui aime s'imaginer dans les cieux en chevalier ailé et volant au secours de la femme de ses rêves. Mais en dehors de ça, Sam, c'est le monsieur tout le monde par excellence. C'est un mec que l'on a tous connu ou que l'on aurait tous pu être à un moment de notre vie. Il a les compétences pour monter en grade, mais il refuse obstinément. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce qu'il a compris que le système est une petite pute et que la promotion n'est en aucun cas une récompense, c'est un véritable piège à loup.
Il préfère donc rester au sous-sol, faire ses heures, qu'on lui foute la paix, et surtout, mais alors surtout, qu'on ne lui parle pas de promotion. Oh, ça suffit! Je ne veux pas de promotion. Il n'est pas question que je rentre au bureau de recoupement. Bref, on comprend vite que Sam, en dehors de ses rêves et de sa tranquillité, le reste, il s'en tape le cul par terre. Et franchement, vu son entourage et le monde dans lequel il évolue, on peut difficilement lui lancer la pierre. Le premier tiers du film va d'ailleurs s'atteler à présenter les différents personnages qui l'entourent. On découvre ainsi son boss, Mr. Kurzman, chef du département des archives, responsable de tout mais signataire de rien, qui passe ses journées à trouver des raisons à la con pour que ce soit quelqu'un d'autre qui paraphe les documents et ainsi rester clean de toute responsabilité. Oh, c'est idiot, j'ai dû me fouler le poignet. Une bien jolie merde humaine. Vient ensuite Jack Lint, tortionnaire certifié, collègue et ami de longue date de Sam, père de famille aimant, porte un tablier pour ne pas tacher sa veste de sang, ne voit aucune contradiction dans ce qu'il fait et qui possède probablement des abonnements à 2 clubs de loisirs. Vous savez, Jack, c'est ce genre de collègue ami que l'on a tous eu au moins une fois dans sa vie, qui vous fait des grands sourires complices et qui va vous déféquer dans la bouche pour peu que vous la gardiez ouverte trop longtemps. Ouh, toxicité. Bref, le genre de mec qui n'hésitera pas à vous tourner le dos dès que ça commencera à puer pour vous. On fait également la connaissance de la mère de Sam, Ida, en guerre totale contre son propre visage et obsédée par le fait de rester jeune. Globalement, elle affiche un budget chirurgie esthétique supérieur au PIB de plusieurs nations, et wow, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Wow, alors mon gars, je te le dis tout de suite, tu vas te calmer, parce que ce costume, c'est le travail de James Hutchison. Alors c'est pas facile à prononcer, mais le mec a 3 Oscars et une carrière plus longue que la bite de Géant Vert. Ouais, difficile de se dire en voyant une chaussure posée sur la tête d'Ida que ce monsieur est derrière certains des plus grands costumes du cinéma, et pourtant, on le connaît absolument tous puisque c'est à lui que l'on doit le costume du Spider-Man de Sam Raimi ou encore du Daredevil de Ben Affleck. Oh putain. Parmi les personnages restants, il y a encore Mr. Helpman, vice-ministre aussi flippant que gênant. Ou encore Alma, partenaire de chirurgie esthétique d'Ida à l'extrême, qui n'a visiblement d'autre objectif de vie que de se détruire et d'essayer de caser sa fille Charlie avec Sam. Bref, une femme tout aussi détestable que sa meilleure amie. Au milieu de tout ce merdier de tuyaux, Sam essaie d'esquiver les balles et les promotions et franchement il s'en sort pas trop mal jusqu'à ce que sa clim tombe en panne. Dépité, Sam se tourne vers Central Service, organisme officiel équivalent Darkside d'EDF, et se prend un bon répondeur automatique dans le coin de la gueule, ce qu'il gère avec un self-control exemplaire. Ah, ta gueule, conne! Pour se calmer et gérer sa petite bouffée de chaleur, il se fout donc la tête dans le frigo avant que ne débarque enfin la seule figure héroïque du film. Harry Tuttle, technicien chauffagiste à votre service. Tuttle, plombier de l'ombre qui agit hors système, interprété par Robert Motherfucking De Niro, ouais rien que ça. Bon ok, sur le papier ça peut vous paraître complètement con, mais c'est vraiment le héros du film, hein. Et ce pour une simple raison. Bah, il remplit pas de formulaire. Ah c'est couillu. Moi, ce qui m'intéresse dans ce boulot, c'est l'action, c'est l'aventure. On va partout, on n'a pas d'entrave, on rentre, on sort. Un homme seul aux prises avec la souffrance. Aujourd'hui, tout le pays est quadrillé, on n'ose pas lever le petit doigt sans un formulaire. Le justicier format Wish, qui n'est autre que celui qui aurait dû être normalement arrêté en début de film, a intercepté l'appel de Sam et est venu voler à son secours pour réparer sa clim quand soudain. Central Service. Nom d'un champignon magique, il vous rappelle pas un truc ce putain de chauffagiste interprété par Bob Hoskins? Non? Un plombier. En tenue rouge. Dans un univers dégueulasse. Attendez, vous êtes en train de me dire que Bob Hoskins, en moins de 10 ans, a joué un plombier dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre cinéma, mais également dans l'une des pires adaptations de l'histoire? Bon, c'était pas Gérard Jugnot dans Mario? Enfin bref, Sam parvient à se débarrasser de Central Service en leur disant qu'ils n'ont pas le formulaire requis pour intervenir. Tuttle finit son œuvre et repart avec une sortie digne des plus grands James Bond, laissant notre Sam tout émoustillé. Waouh, qu'est-ce qu'il est swag! Le lendemain, il est convoqué par son boss qui lui explique la bévue du début du film et qu'un chèque de dédommagement doit être remis à la veuve de Buttle, décédée en interrogatoire. Tâche bien sûr confiée à Sam car le petit Kurzman, moins il se mouille, mieux c'est. Sam prend donc son véhicule d'élite pour se rendre à l'adresse concernée et tombe à son arrivée sur un groupe d'enfants absolument adorables. Est-ce que tu pourrais m'indiquer la... Va chier! Qui sont mignons. Il se démerde ensuite pour trouver son chemin et débarque chez Miss Buttle pour lui remettre son petit chèque, mais celle-ci traumatisée n'a d'autre souci que de savoir où est le corps de son défunt mari, ce qui fait qu'elle lui demande gentiment d'aller se faire finir au gravier. Et c'est à cet instant précis que les choses vont complètement partir en couille pour notre cher ami Sam. Devant le bruit de l'altercation, Jill, la voisine, glisse une tête pour s'assurer que tout va bien, et vous l'aurez déjà sûrement compris, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'incarnation de la femme des rêves de notre petit fonctionnaire. Ce qui est assez drôle avec le personnage de Jill, c'est que la seule chose qui la distingue, c'est qu'elle a une logique. En dehors de ça, c'est juste une camionneuse qui cherche à comprendre pourquoi son voisin s'est fait arrêter en moins de temps qu'il n'en faut au ministère pour tamponner un formulaire. Mais sinon, pas de quoi fouetter un chat. À la vue de Sam, agent du gouvernement pour rappel, elle se casse et en profite pour poliment lui faire exploser sa voiture. Une jeune fille va alors lui donner le nom de la mystérieuse femme et c'est à partir de là que l'obsession ne va cesser de grandir. Elle s'appelle Jill.
Sam se lance alors en quête de sa bien-aimée et découvre que le seul moyen d'avoir accès à son dossier est d'accepter la promotion au service du recouvrement d'informations qu'il a refusé bec et ongle pendant la moitié du film. Ironie, le piège se referme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil de l'évolution du personnage, Gilliam nous montre que les rêves de Sam se retrouvent peu à peu envahis par les ombres de la bureaucratie. Au début, ses premiers rêves ne sont qu'un océan de nuages dans un ciel bleu. Peu à peu, les buildings émergent de terre et des projections du système viennent s'en prendre au Sam ailé et à sa bien-aimée. C'est tellement poussé à l'extrême qu'il se retrouve à affronter un samouraï à l'armure recouverte de circuits électroniques, véritable incarnation démoniaque du système technocratique. Suce à l'ennemi. Et franchement, je sais que ce n'est pas ce que Guillaume voulait véhiculer en plaçant des tuyaux partout, mais moi j'y vois une vraie similarité avec le phénomène d'anxiété qui précède le burn-out. Et je fais le lien avec le mien. Dans mon cas, en remplaçant la représentation de l'omniprésence de la bureaucratie par celle du travail, peu à peu ton job te suit partout, s'invite chez toi, dans ta vie privée, dans tes rêves, et clairement, avant que ton cerveau décide de prendre un RTT, je me rends compte avec le recul qu'inconsciemment, je recherchais tous les moyens de combattre ça. Mais malheureusement, ça, on ne le comprend que trop tard, et moi, mon samouraï, il m'a littéralement défoncé la gueule. Ah, ils ont un vrai savoir-faire, ces Japonais, y a pas à dire. Du coup, notre Sam va profiter d'une soirée mondaine chez sa mère et d'un moment d'intimité au chiottes avec le vice-ministre pour accepter la promotion. L'occasion également de croiser Alma, qui visiblement, poursuit sa transformation en Imhotep. Direction donc le service de regroupement de l'information, et attention, en quelques secondes, le réalisateur va bien nous montrer toute l'affection qu'il porte à ce milieu. À peine arrivé, Sam rencontre, ou plutôt croise son nouveau responsable qui est suivi par une bande de larbins en costume, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il est conduit à son bureau où on lui dira « C'est votre numéro à vous, et votre porte à vous. Cette porte, c'est celle de votre bureau à vous. Félicitations, DZ-015, soyez le bienvenu dans l'équipe. » Bon, si on pouvait croire que Guillaume laissait encore un peu de place à l'interprétation, ce coup-ci, c'est foutu. Il nous faut un bon rappel dans la gueule que peu importe ton niveau ou ton grade, tu restes un numéro aux yeux du système. Quel optimisme. Et il est aussi important de s'arrêter quelques instants sur l'utilisation abusive de la mention « à vous ». En fait, c'est juste un moyen de souligner que rien ne l'est. Ni ce numéro, ni cette porte, ni ce bureau. La séquence qui en découle, très Chaplin dans la forme, est d'ailleurs la cerise sur un joli gâteau saveur merde. Sam se retrouve littéralement à combattre à travers la cloison pour garder son mobilier, et c'est une exagération jusqu'au grotesque de n'importe quel lieu de travail où ton espace physique ne t'appartient pas vraiment, il est partagé, découpé et disputé. Après cet affrontement dantesque, Sam rencontre donc son voisin d'à côté, Que l'on appellera Monsieur Gênance. et lui demande de fouiller dans les dossiers pour retrouver la trace de la mystérieuse femme qui l'obsède. Je cherche des renseignements sur une femme qui s'appelle Layton. Une femme. Je vois. Ouais, je vous avais prévenu. C'est la femme de vos rêves. Quoi? Creepy. Il apprend que le dossier est géré par l'agent 412L et se rend à son bureau, et là, surprise. Excusez-moi. Charles. Il lui apprend donc que Jill est sur le point d'être arrêtée car elle s'intéresse d'un peu trop près au cas Buttle. Sam parvient à le convaincre de lui confier son dossier en mitonnant qu'il se chargera lui-même de son arrestation, et Jack, rabaissant comme toujours, va aller jusqu'à lui donner un meilleur costume pour s'acquitter de sa tâche. Mais gros bêta, je veux pas le regarder, ton zizi. Par chance ou destin, Sam tombe sur Jill à l'accueil du bâtiment, toujours en quête de renseignements, et parvient à prendre la fuite avec elle avant qu'elle ne soit arrêtée. Et attention, c'est l'heure de la minute finesse et naïveté. Mais je sais que c'est incroyable, mais je vous ai vu dans mes rêves. Et oh non, ça n'a rien de sale. Mais je vous aime. Subtil. Ah ouais. Élégant, sexy. Vous êtes mon type. Je vous crois pas. Mais qu'il est con. Pourquoi? Eh ben je ne mérite pas d'avoir autant de chance. Mais... Ça, c'est vrai. Bref, Sam arrive à se raccrocher aux branches et Bonnie et Clyde se lancent dans une course-poursuite aux allures de Hot Wheels géante. Au bout de cette cavalcade, le tandem finit par se cacher dans une boutique où Alma va faire une ultime apparition, visiblement proche de rejoindre son sarcophage, quand une explosion surgit et sépare le couple. Alors oui, pour le coup, je me suis pas arrêté là-dessus, mais les attaques terroristes dans le film sont traitées de manière très anecdotique. On les aborde comme on parlerait d'une averse ou du programme télé de la soirée. Comme par exemple dans la scène du restaurant où on place juste un paravent devant les dégâts avant de reprendre son repas.
En fait, les personnes sont tellement submergées par la bureaucratie et ses formulaires qu'ils n'ont plus de place émotionnellement pour y prêter attention. C'est juste devenu un bruit de fond. Et pour le coup, je vais encore me risquer à une analogie avec le burn-out, mais ce détachement, on le retrouve aussi dans un bureau, où la même anesthésie collective est produite. Une personne qui fait un burn-out devient un élément de décor. On en parle comme si on disait « t'as vu, il n'y a plus d'encre dans la photocopieuse », avant de retourner à ses tableaux Excel et à une routine qui est devenue en quelque sorte un mode de survie. Foutu tableur démoniaque. Bref, après avoir perdu la trace de sa belle, Sam retourne au bureau le temps de se prendre une bonne soufflante par son boss et tente ensuite de rentrer chez lui, mais malheureusement Central Service a pris le contrôle des lieux et expulse Sam le temps de rénover le logement. Il n'en fallait pas moins pour faire ressortir notre héros Tuttle, avide de vengeance et toujours dans les bons tuyaux. Ah, parce qu'il est plombier. Malin. Tuttle inverse donc les tuyaux entre l'air conditionné, probablement les chiottes, pour faire valoir. La justice par le caca. Yeah! Oh, Seigneur! Oh, c'est pas Vrai, mon Dieu. Mon beurre, ah, c'est de la merde. On est en train de se remplir de merde. Oh, merde! En marche dedans tous ensemble, fils. Sam a ensuite la bonne surprise de voir que Gilles l'a suivi jusque chez lui. Coquine. Il décide donc d'aller se cacher chez la mère de Sam, absente, et à peine le temps d'échanger un premier baiser tant attendu et tout en délicatesse, que Sam a une idée de génie, faire disparaître Gilles du système. Il va donc aller en toute discrétion jusqu'au bureau du vice-ministre pour déclarer Gilles morte avant de revenir auprès de sa tante. Jill Layton est morte. Son dossier est clos. Ça te tente, la nécrophilie? Bah, présenté comme ça, bof, Mais bon, visiblement, Sam, ça fait un moment qu'il se la met sous le bras et les mauvais jeux de mots, c'est pas son souci à l'instant T. Et voilà que le rêve se confronte enfin à la réalité dans un des rares moments de jouissance de notre personnage qu'est Sam. Ah, j'avoue, c'est beau. Non mais t'emballes pas, ça va pas durer. Sombre excrément. Et oui, dans cet univers, rêve et réalité ne peuvent se confronter et survivre sur le même plan. Le lendemain, à peine les yeux ouverts que les autorités débarquent et arrachent Sam à sa bien-aimée, les choses vont très vite et on ne voit pas tout, mais on comprend malheureusement ce qui se passe. Qu'est-ce que... Je vous dis que... Diantre. Sam débarque alors en salle d'interrogatoire où différents avocats et créanciers lui expliquent qu'il est clairement dans la merde et qu'en plus d'être torturé, il va devoir raquer pour régler toutes les conneries qu'il a faites. Tout ça avant de finir en cellule où une vision d'horreur l'attend. Sam, qu'allons-nous donc faire de vous? Le vice-ministre, avec un déguisement et un ton complètement en décalage avec le contexte, vient lui expliquer qu'il ne peut plus rien faire pour lui et que malheureusement Jill est morte durant son arrestation. Chose que Sam refuse de croire, mais bon, il lui propose une bouteille de sirop pour faire passer ça, donc ça va. Et pas le temps de pleurer le destin de sa moitié pour notre fonctionnaire qui est immédiatement conduit en salle de torture où l'attend. Oh, laisse-moi deviner, cette petite pute de Jack. Et oui, la boucle est bouclée et Gilliam vient mettre le dernier clou sur le cercueil de l'espérance professionnelle. Illustration à 4000 du collègue toxique qui n'hésitera pas à faire les choses les plus dégueulasses pour sauver sa peau, même si ça implique de vous détruire. Toujours aussi optimiste, toi, ça fait plaisir. Bref, Jack saisit un instrument pour accomplir son dur labeur quand soudain... Attention, la séquence qui suit contient d'énormes spoilers sur le dénouement du film. Si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre qu'est Brésil, nous vous recommandons d'aller le faire avant de voir la fin de la vidéo. Mais revenez après quand même. Sinon j'ai l'air con. Merci. Je disais donc que Jack saisit un instrument, mais soudain prend une balle dans la tête et s'effondre. S'ensuit une entrée bien badass en mode Rainbow Six de Tuttle et de ses troupes venus sauver Sam de son funeste destin. Mais timing impeccable, dites-moi. Ils parviennent tant bien que mal à s'extirper du bâtiment et prennent alors la direction de la ville pour se fondre dans la masse. Mais malheureusement, ces 12 espoirs sont rapidement balayés d'un revers de main par le fatalisme de Gilliam qui les rattrapera en une dizaine de secondes. Et oui, on assiste littéralement à la disparition de Tuttle sous la paperasse administrative, illustration ultime s'il y en avait encore besoin que personne ne peut échapper au tsunami qu'est le système du film. Sam parvient tout de même à prendre de l'avance sur les troupes qui le poursuivent et termine par entrer dans une église où se tiennent les funérailles d'Alma, qui visiblement a succombé à sa petite complication post-opératoire. Ce soir, elle quitte la terre avec un corps qui est certes moins neuf, mais l'âme, elle demeure éternellement jeune. Pas le temps de verser une larme pour cette momie partie trop tôt que les troupes débarquent. Sam va alors faire quelque chose que tout le monde ferait logiquement. C'est faux. Il va renverser le cercueil sur les soldats, nous offrant un plan d'une rare dégueulassité. Notre fonctionnaire finit par s'échapper via le cercueil en mode, on va dire, dimension cachée LSD. Il termine poursuivi par ses démons dans la ruelle de ses rêves, mais Dieu soit loué, il parvient à ouvrir un passage secret dans un mur.
Ouais, moi aussi, je me suis dit que ça partait en couille à ce moment-là. Il atterrit alors à l'arrière d'un camion conduit par Je vous le donne en mille. Jill. Oh, Terry, es-tu en train de me dire que tu réserves une fin totalement désaxée du reste de ton œuvre si tristement pessimiste? Les deux amoureux font route jusqu'à la campagne où ils installent une maison. La caméra s'écarte tendrement, laissant notre couple un destin signé Disney. Ah, c'est beau. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est la fin de Brasil. Ah, romantisme quand tu nous tiens. Non mais je déconne, hein. Tu n'es qu'une raclure d'immondice. Et oui, le plan est soudainement interrompu par l'entrée dans le champ de Jack et du vice-ministre cherchant à trouver encore une lumière dans les yeux de Sam. On comprend en 2 secondes que notre cher ami a complètement lâché la rampe et que ce qui vient de se dérouler n'est que le fruit de son imagination. Les deux personnages se rendent à l'évidence. Je crois qu'il nous a échappé, Jack. J'en ai peur, oui, monsieur Helpman. Il nous a quittés. Sur quoi les deux bâtards de l'année prennent la direction de la sortie. Sam se met alors à fredonner la mélodie de Brasil, les yeux perdus dans ses pensées et... c'est terminé. Bon ok, ça peut paraître super dark comme ça, mais rassurez-vous, selon moi, il y a beaucoup plus de positif que ce que ça ne laisse entrevoir. Ah bon? Alors oui, comme ça, au premier abord, on pourrait penser que l'on assiste à l'écrasement total d'un homme par un système, et c'est une lecture que beaucoup auront, mais ce n'est absolument pas la mienne. Je pense que l'un des éléments les plus importants est de se souvenir dans quel monde on évolue, c'est-à-dire un univers où l'absurdité est la norme établie. La majorité des personnes en déduiront avec une certaine logique que Sam a cédé à la folie et que le système a totalement gagné. Pessimisme. Mais moi, et je suis bien loin d'être le seul, j'y vois surtout une grande victoire. Optimisme. Et oui, face à un système absurde, apporter une réaction par la raison n'aurait fait que mener à une défaite certaine. Sam a en fait apporté la seule réponse absurde possible à une oppression qui l'est tout autant. Dans Man's Search for Meaning, un ouvrage que je vous recommande de lire à vos enfants le soir si vous voulez les faire finir en thérapie, Nazi. Viktor Frankl, philosophe prisonnier des camps de concentration, défend l'idée que face à un système qui supprime toute liberté extérieure, la dernière liberté irréductible est le choix de l'attitude intérieure, la capacité à donner un sens à sa situation. D'ailleurs, Frankl explique que lors de sa captivité, il s'imaginait régulièrement avoir de longues conversations avec sa défunte femme, et que pour lui, ces instants avaient la même importance, la même valeur, ou étaient tout aussi réels que si elle avait vraiment été à côté de lui. Et pour le coup, c'est exactement le comportement de Sam avec Jill et son environnement. Face à une situation qui n'a plus d'issue à l'extérieur, Sam va faire le choix de l'intérieur et d'y rester. D'ailleurs, les mots de Jack et de Helpman face aux prisonniers perdus dans ses pensées ne sont pas ceux de quelqu'un qui a gagné, mais ceux de personnes qui ont perdu leur emprise. Ils ne disent pas c'est terminé ou nous le tenons, mais bien il nous a échappé. Illustration finale de la fin du pouvoir du système sur l'individu. Alors oui, vous me direz qu'on est bien loin de mon burn-out et de ce qui a pu l'entraîner. Mais pour le coup, ça serait une erreur. Car l'une des principales choses qui m'a détruite, c'est justement de ne pas pouvoir préserver cette liberté intérieure. Préserver un espace dans son esprit où rien ne peut vous atteindre est sûrement l'une des choses les plus importantes qui soit. Peu importe ce que l'on y trouve, peu importe ce qui a du sens pour nous, c'est garder son identité, garder sa liberté, garder sa foi en soi, et ce n'est malheureusement que trop tard que je l'ai compris. Alors pas d'envie de vol dans les cieux ou de femme à délivrer pour moi, mais juste l'envie de rester moi-même et de créer. À la base, j'ai vu Brésil quand j'avais 15 ans, et à l'époque, j'avais tellement halluciné que je me suis dit que j'avais mangé des champignons pas assez frais. Mais à 37 ans, au plus bas de ma forme, je peux vous dire que je l'ai vu sincèrement différemment. Un nouvel écho qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire de ma vie, à savoir créer et partager. J'ai fait le choix de vous livrer mon ressenti, de ne pas m'attarder sur les milliers de choses que contient le film, tous ces personnages, les représentations diverses ou même l'histoire de la conception de cette œuvre, qui pour le coup sont d'une richesse proche de l'infini. Sinon, je pense que j'aurais pu faire une vidéo de 4 heures. Mais je vous invite sincèrement à vous y pencher, que ce soit les critiques sociales, le système technocratique ou le bras de fer de Gilliam contre son studio pour sortir le film, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Bref, si mon burn-out m'a conduit devant vous aujourd'hui et que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui me rongeait, je me dis que dans ma douleur, il y a eu quelque chose de positif et c'est pas plus mal. Pour ce qui vous concerne, regardez Brasil, dites au Jack autour de vous de bien aller se faire foutre et surtout, gardez un coin de vos cerveaux où personne ne pourra venir déposer ces formulaires de merde. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le dernier refuge. Un espace, même minuscule, où l'imagination continue à respirer. Et comme le disait la célèbre philosophe Affida Turner, imaginer, c'est continuer d'exister. À vérifier quand même.